La beauté, par sa contemplation, me réjouit, elle me transforme, m'annexe à elle. La beauté m'alimente comme une source intarissable, chaque regard posé sur elle m'emplit. Qu'elle est belle n'est pas dit qu'une fois, mais répété sans cesse à cause de la délectation à laquelle elle est associée. On boit la beauté et on y retourne tel un assoiffé. La beauté d'une ville, d'un paysage, d'une fleur, d'un tableau, d'un visage, et de même nature. La beauté coule, et la contempler, c'est être sur le bord d'une rivière où l'eau court. Et c'est impressionnant de constater que les villes belles le sont jusque dans leurs moindres détails. La beauté est un tout qui est dû à l'harmonie de la somme de ses parties, d'où ce désarroi devant la beauté concentrée dans le cœur des villes par rapport à leur banlieue immédiate, pourtant chauffée par le même soleil. Et de même qu'on ne prête qu'aux riches, les municipalités gérant ces cités historiques ont le goût d'en rajouter. Elles améliorent sans cesse leurs joyaux en abandonnant leur périphérie à l'anarchie commerciale. Genuis loci, génie du lieu, comment dans une même région, avec la même lumière, le même degré hygrométrique, la même terre, avoir des espaces si laids qui côtoient des espaces si beaux. Le beau attire le beau, et les soins pour le parfaire. Des instances qualifiées classent les sites, elles les protègent par arrêté. On oublie que c'était parce que leur beauté n'était pas protégée auparavant qu'elles avaient pu, au cours des ans, devenir cette perfection. Les architectes des monuments historiques et des bâtiments de France ne sont pas responsables. Ils ne sont que les conservateurs désignés d'une beauté qui s'est mise en place sans eux, et qu'ils auraient probablement empêché s'ils avaient existé plus tôt. Je regarde les toits d'Aix-en-Provence, depuis ma terrasse. Tant d'unité dans la disparité. Les toitures parlent entre elles, se coupent la parole, crient, susurrent ou se taisent. C'est un festival de sensations que l'on ressent devant tous ces rythmes créés par des décrochements des toits. Les cheminées sont comme une foule dominant la ville. Pourtant, quand je choisis de regarder attentivement une parcelle de cet ensemble que je trouve harmonieux, je ne vois rien d'autre que bricolage. L'égoïsme de celui-là, qui s'est construit une terrasse, qu'il a séparée du toit de l'immeuble voisin par un muret, et puis qu'il a protégé des intempéries en y adjoignant des tuiles. Une cheminée qui ne tirait sans doute pas assez a été prolongée d'un tuyau qui se dresse vers le ciel en penchant, maintenu pour résister au vent par 4 fils de fer rouillés qui le tendent comme on tend un pylône d'antenne. Un autre propriétaire a construit un appentis sur sa terrasse comme une cabane en dur au-dessus des toits. Il y étend son linge à l'abri des intempéries. Toutes les strates de ces rafistolages ajoutés au cours des années, voire des siècles, n'entretiennent aucun lien d'harmonie conscient et volontaire entre elles. Chaque aménagement était vu du bout du nez de leur constructeur particulier et en fonction d'intérêts divers, non concertés, n'obéissant à aucun plan d'ensemble. Et pourtant, la beauté est au rendez-vous. Résultat inattendu de ce montage de briques et de brocs. Chacun des maçons bricoleurs détenait en lui cette part commune à tous les humains, la longueur de son bras, la capacité musculaire d'extraire et de porter les matériaux récupérés autour, le petit secret de construction transmis de génération en génération. Tout cela avait créé ce lien d'harmonie. J'ajoute la forme des tuiles moulées à l'origine sur les cuisses des tuiliers qui donnent à cet aspect si humain au toit méditerranéen. Tous ces hasards, ces matériaux disparates, entrent en vibration entre eux et aboutissent à cet ensemble esthétique radical que les dessinateurs ont envie de dessiner, que les peintres ont envie de peindre, que les photographes ont envie de photographier et que les architectes des villes nouvelles ont envie de copier. Le plaisir pris à cette contemplation vient de la conscience du rôle que joue la nature sur notre imagination, ou plutôt de notre goût du naturel, du paysage intérieur dont chaque être humain détient les plans et qu'il cherche à reconstituer sans cesse dans le paysage extérieur. Mais pourquoi
La ville nouvelle, dessinée par un architecte intelligent qui s'efforce dans ses plans de reconstituer ces rythmes observés sur les toits de la vieille ville, ne devient-elle la plupart du temps qu'un ensemble laid, déshumanisé et inhabitable? Parce que la beauté ne peut être qu'un aboutissement et non un point de départ. Le millefeuille organique qui constitue un paysage n'est pas le résultat d'une volonté, mais du hasard. Si les palais vénitiens sont construits par des architectes dont l'objectif est la beauté et la grandeur de leurs bâtiments, c'est leur dégradation, l'apposition non contrôlée à d'autres bâtiments, les mouvements de l'eau sombre des canaux dessinant des reflets sur la façade, le clapotis de l'eau saumâtre rongeant les fondations, le piquet d'amarrage penché à cause des mouvements de la vase dans laquelle il est planté, qui crée ce vertige d'harmonie? La partie du toit de ce palais refaite à neuf, plus claire que la partie non restaurée, scelle définitivement le bâtiment dans l'histoire, dans l'aléa, donc dans la vie. Sa pente crée une diagonale et le piquet d'amarrage planté dans l'étroit canal ignore définitivement que son inclinaison entre en résonance avec elle. Et le bâtisseur, quand il décida de l'angle d'inclinaison du toit, ne le savait pas non plus. Ce n'est pas la chose qui nous émeut. Ce sont les chemins inscrits dans la chose qui l'ont amené là, au moment où je la regarde, et qui témoignent de son histoire organique. Les couches sédimentaires dans la roche, les lignes de croissance de l'arbre découvertes au moment de son abattage permettent à l'instituteur d'être fier de pouvoir donner l'âge de l'arbre à ses élèves émerveillés, penchés sur le tronc coupé, ou de leur expliquer l'origine de la roche ramenée dans la classe par un enfant zélé. À ce moment-là, l'enseignant ne fait pas seulement œuvre scientifique et pédagogique, il fait aussi œuvre poétique. Il montre que le beau a une histoire, qu'un papillon est d'abord une chenille, que le résultat n'est que le but qui justifie la mise en mouvement, le voyage qui doit l'y amener. Les architectes des bâtiments de France, de bonne foi, pétrifient la vie. La beauté avec eux devient une beauté gelée. Cela me fait penser aux costumes des groupes folkloriques qui sont souvent ceux du XIXe siècle, inchangés depuis, parce qu'à un moment, quelqu'un a décidé qu'ils seraient immuables. Et c'est toujours un hallebardier en costume de la Renaissance qui garde le Vatican. C'est une caractéristique de notre époque de figer les monuments, les costumes, en faisant un patrimoine stérile. La folklorisation, la protection du patrimoine en décrétant le beau immuable à un moment donné, protège sans doute des destructions égoïstes, c'est leur vertu, mais en même temps, ils empêchent une beauté en devenir, en transformation incessante, comme le font les arbres qui se nourrissent de la destruction de leurs prédécesseurs. Les fondations des châteaux sont souvent faites des pierres de châteaux qui les ont précédés. Des églises sont construites à l'emplacement de temples romains. Bâtir sur des ruines, c'est raconter l'histoire d'un lieu et être semblable au vivant qui s'alimente toujours de la dégradation du vivant précédent. Le Grand Canyon est l'aboutissement d'une érosion et c'est négatif, l'érosion. Les chutes du Niagara tiennent leur existence d'un accident du relief et c'est négatif, un accident. Pourtant, la beauté est là. Résultat fastueux de la détermination irrésistible de l'eau à trouver coûte que coûte son chemin vers la mer, même si l'arrivée dans l'Atlantique des flots tumultueux venus des Grands Lacs coïncidera tout à la fois à l'accomplissement de leur but et à leur dilution mortelle dans l'océan. Nous aspirons tous au confort, nous tentons tous d'atteindre nos objectifs le plus rapidement possible et à peu de frais. Heureusement, il y a des obstacles, des accidents de parcours, des limites économiques qui nous empêchent d'y arriver. Cela nous oblige à nous adapter, et cette adaptation donne à la beauté que nous convoitons sans cesse sa dimension essentielle de quête et non de résultat. La grande cuisine est celle des bas morceaux, et ce sont des contraintes économiques qui ont poussé les pauvres à se donner tout ce mal pour les accommoder. À force de cuisson, de mijotage, de dessalement, de courbouillon, d'agréments d'herbes, de marinades, l'ingrate nourriture s'est transformée. Elle est devenue
bonne, succulente même, grâce à cette plus-value d'expérience due à l'acharnement des hommes à manger quelque chose qui a du goût. Et la saveur de cette cuisine contient en elle tous les tâtonnements qui ont été nécessaires pour l'obtenir. Et cette cuisine des bas morceaux est parvenue à une telle qualité gustative qu'elle a été convoitée par les riches, ceux qui justement pouvaient s'offrir les bons morceaux. Les cuisiniers ont fait de cette cuisine populaire la grande cuisine qu'ils facturent maintenant très cher dans leurs restaurants. J'avais mangé en Algérie de la viande qui, grillée, aurait été viande succulente, mais qui était servie bouillie. Là, c'était le contraire. Des hauts morceaux de viande étaient affadis par l'absence de savoir-faire, de savoir-cuire. On peut être sûr de ce résultat paradoxal. Un pot-au-feu qui ne serait point préparé avec des bas morceaux serait moins bon. J'entends François Mauriac dire de sa voix rauque au cours d'une émission de radio « La vie ne vaut que ce qu'elle